Comment? Vous êtes le fils du marquis de Marsante? Mais je l'ai très bien connu, dit à Saint-Loup monsieur Nissim Bernard. Je crus qu'il voulait dire connu au sens où le père de Bloch disait qu'il connaissait Bergotte, c'est-à-dire de vue. Mais il ajouta: votre père était un de mes bons amis. Cependant, Bloch était devenu excessivement rouge. Son père avait l'air profondément contrarié, et les demoiselles Bloch riaient en s'étouffant. C'est que, chez M. Nissim Bernard, le goût de l'ostentation, contenu chez M. Bloch le père et chez ses enfants, avait engendré l'habitude du mensonge perpétuel. Par exemple, en voyage à l'hôtel, M. Nissim Bernard, comme aurait pu faire M. Bloch le père, se faisait apporter tous ses journaux par son valet de chambre dans la salle à manger, au milieu du déjeuner, quand tout le monde était réuni, pour qu'on vît bien qu'il voyageait avec un valet de chambre. Mais aux gens avec qui il se liait dans l'hôtel, l'oncle disait, ce que le neveu n'eût jamais fait, qu'il était sénateur. Il avait beau être certain qu'on apprendrait un jour que le titre était usurpé, il ne pouvait au moment même résister au besoin de se le donner. M. Bloch souffrait beaucoup des mensonges de son oncle et de tous les ennuis qu'il lui causait. « Ne faites pas attention, il est extrêmement blagueur, dit-il à mi-voix à Saint-Loup qui n'en fut que plus intéressé, étant très curieux de la psychologie des menteurs. Plus menteur encore que l'Ithacésien Odysseus, qu'Athènes appelait pourtant le plus menteur des hommes, compléta notre camarade Bloch. Ah, par exemple, s'écria M. Nissim Bernard, si je m'attendais à dîner avec le fils de mon ami. Mais j'ai à Paris chez moi une photographie de votre père, et combien de lettres de lui. Il m'appelait toujours mon oncle, on n'a jamais su pourquoi. C'était un homme charmant, étincelant. Je me rappelle un dîner chez moi à Nice, où il y avait Sardou, Labiche, Augier, Molière, Racine, Corneille, continua ironiquement M. Bloch le père, dont le fils acheva l'énumération en ajoutant Plaute, Ménandre, Kalidassa. M. Nissim Bernard, blessé, arrêta brusquement son récit et, se privant ascétiquement d'un grand plaisir, resta muet jusqu'à la fin du dîner. Saint-Loup au casque d'airain, dit Bloch, reprenez un peu de ce canard aux cuisses lourdes de graisse, sur lesquelles l'illustre sacrificateur des volailles a répandu de nombreuses libations de vin rouge. D'habitude, après avoir sorti de derrière les fagots pour un camarade de marque les histoires sur Sir Rufus Israël et autres, M. Bloch, sentant qu'il avait touché son fils jusqu'à l'attendrissement, se retirait pour ne pas se galvauder aux yeux du potache. Cependant, s'il y avait une raison tout à fait capitale, comme quand son fils, par exemple, fut reçu à l'agrégation, M. Bloch ajouta à la série habituelle des anecdotes cette réflexion ironique qu'il réservait plutôt pour ses amis personnels et que Bloch jeune fut extrêmement fier de voir débiter pour ses amis à lui. Le gouvernement a été impardonnable. Il n'a pas consulté M. Coquelin. M. Coquelin a fait savoir qu'il était mécontent. M. Bloch se piquait d'être réactionnaire et méprisant pour les gens de théâtre. Mais les demoiselles Bloch et leurs frères rougirent jusqu'aux oreilles, tant ils furent impressionnés quand Bloch père, pour se montrer royal jusqu'au bout envers les deux labadins de son fils, donna l'ordre d'apporter du champagne et annonça négligemment que pour nous régaler, il avait fait prendre 3 fauteuils pour la représentation qu'une troupe d'opéra comique donnait le soir même au casino. Il regrettait de n'avoir pu avoir de loge. Elles étaient toutes prises. D'ailleurs, il les avait souvent expérimentées, on était mieux à l'orchestre. Seulement, si le défaut de son fils, c'est-à-dire ce que son fils croyait invisible aux autres, était la grossièreté, celui du père était l'avarice. Aussi, c'est dans une carafe qu'il fit servir sous le nom de champagne un petit vin mousseux, et sous celui de fauteuil d'orchestre, il avait fait prendre des parterres qui coûtaient moitié moins, miraculeusement persuadé par l'intervention divine de son défaut que ni à table ni au théâtre, où toutes les loges étaient vides,
on ne s'apercevrait de la différence. Quand M. Bloch nous eut laissé tremper nos lèvres dans les coupes plates que son fils décorait du nom de cratères aux flancs profondément creusés, il nous fit admirer un tableau qu'il aimait tant qu'il l'apportait avec lui à Balbec. Il nous dit que c'était un Rubens. Saint-Loup lui demanda naïvement s'il était signé. M. Bloch répondit en rougissant qu'il avait fait couper la signature à cause du cadre, ce qui n'avait pas d'importance puisqu'il ne voulait pas le vendre. Puis, il nous congédia rapidement pour se plonger dans le journal officiel dont les numéros encombraient la maison et dont la lecture lui était rendue nécessaire, nous dit-il, par sa situation parlementaire, sur la nature exacte de laquelle il ne nous fournit pas de lumière. « Je prends un foulard, nous dit Bloch, car Zéphyros et Boréas se disputent à qui mieux la mer poissonneuse, et pour peu que nous nous attardions après le spectacle, nous ne rentrerons qu'aux premières lueurs d'Éos aux doigts de pourpre. »« À propos, demanda-t-il à Saint-Loup quand nous fûmes dehors, et je tremblai, car je compris bien vite que c'était de M. Charlus que Bloch parlait sur ce ton ironique. Quel était cet excellent fantoche en costume sombre que je vous ai vu promener avant-hier matin sur la plage? C'est mon oncle, répondit Saint-Loup piqué. Malheureusement, une gaffe était bien loin de paraître à Bloch chose à éviter. Il se tordit de rire. « Oh, tous mes compliments, j'aurais dû le deviner. Il a un excellent chic et une impayable bobine de gaga de la plus haute lignée. Vous vous trompez du tout au tout, il est très intelligent, riposta Saint-Loup, furieux. Oh, je le regrette, car alors il est moins complet. J'aimerais du reste beaucoup le connaître, car je suis sûr que j'écrirais des machines adéquates sur des bonshommes comme ça. Celui-là, à voir passer, est crevant. Mais je négligerais le côté caricatural, au fond assez méprisable pour un artiste épris de la beauté plastique des phrases, de la binette qui, excusez-moi, m'a fait gondoler un bon moment. Et je mettrais en relief le côté aristocratique de votre oncle, qui, en somme, fait un effet bœuf, et la première rigolade passée frappe par un très grand style. Mais, dit-il en s'adressant cette fois à moi, il y a une chose dans un tout autre ordre d'idées sur laquelle je veux t'interroger, et chaque fois que nous sommes ensemble, quelque dieu, bienheureux habitant de l'Olympe, me fait oublier totalement de te demander ce renseignement qui eût pu m'être déjà et me sera sûrement fort utile. Quelle est donc cette belle personne avec laquelle je t'ai rencontré au jardin d'acclimatation et qui était accompagnée d'un monsieur que je crois connaître de vue et d'une jeune fille à la longue chevelure? J'avais bien vu que Madame Swann ne se rappelait pas le nom de Bloch, puisqu'elle m'en avait dit un autre et avait qualifié mon camarade d'attaché à un ministère où je n'avais jamais pensé depuis à m'informer s'il était entré. Mais comment Bloch, qui, à ce qu'elle m'avait dit alors, s'était fait présenter à elle, pouvait-il ignorer son nom? J'étais si étonné que je restai un moment sans répondre. « En tout cas, tous mes compliments, me dit-il. Tu n'as pas dû t'embêter avec elle. Je l'avais rencontrée quelques jours auparavant dans le train de ceinture. Elle voulut bien dénouer la sienne en faveur de ton serviteur. Je n'ai jamais passé de si bons moments et nous allions prendre toute disposition pour nous revoir quand une personne qu'elle connaissait eut le mauvais goût de monter à l'avant-dernière station. » Le silence que je gardais ne parut pas plaire à Bloch. « J'espérais, me dit-il, connaître grâce à toi son adresse et aller goûter chez elle plusieurs fois par semaine les plaisirs d'Eros chers aux dieux. Mais je n'insiste pas, puisque tu poses pour la discrétion à l'égard d'une professionnelle qui s'est donnée à moi 3 fois de suite et de la manière la plus raffinée entre Paris et le point du jour. Je la retrouverai bien un soir ou l'autre. » J'allais voir Bloch à la suite de ce dîner. Il me rendit ma visite, mais j'étais sorti et il fut aperçu me demandant par Françoise, laquelle, par hasard, bien qu'il fût venu à Combray, ne l'avait jamais vu jusque-là. De sorte qu'elle savait seulement qu'un des messieurs que je connaissais était passé pour me voir,
elle ignorait à quel effet, vêtue d'une manière quelconque, et qui ne lui avait pas fait grande impression. Or, j'avais beau savoir que certaines idées sociales de Françoise me resteraient toujours impénétrables, qui reposaient peut-être en partie sur des confusions entre des mots, des noms qu'elle avait pris une fois et à jamais les uns pour les autres, je ne pus m'empêcher, moi qui avais depuis longtemps renoncé à me poser des questions dans ces cas-là, de chercher, vainement d'ailleurs, ce que le nom de Bloch pouvait représenter d'immense pour Françoise. Car à peine lui eus-je dit que ce jeune homme qu'elle avait aperçu était Monsieur Bloch, elle recula de quelques pas, tant furent grandes sa stupeur et sa déception. « Comment ? C'est cela, Monsieur Bloch !» s'écria-t-elle d'un air atterré, comme si un personnage aussi prestigieux eût dû posséder une apparence qui fit connaître immédiatement qu'on se trouvait en présence d'un grand de la terre, et à la façon de quelqu'un qui trouve qu'un personnage historique n'est pas à la hauteur de sa réputation, elle répétait d'un ton impressionné et où on sentait pour l'avenir les germes d'un scepticisme universel. « Comment ? C'est ça, Monsieur Bloch ? Oh ben vraiment, on ne dirait pas à le voir !» Elle avait l'air de m'en garder rancune, comme si je lui eusse jamais surfait Bloch. Et pourtant, elle eut la bonté d'ajouter « Eh bien, tout Monsieur Bloch qu'il est, Monsieur peut dire qu'il est aussi bien que lui. » Elle eut bientôt, à l'égard de Saint-Loup qu'elle adorait, une désillusion d'un autre genre, et d'une moindre dureté. Elle apprit qu'il était républicain. Or, bien qu'en parlant par exemple de la reine de Portugal, elle dit avec cet irrespect qui dans le peuple est le respect suprême, « Amélie, la sœur à Philippe, Françoise était royaliste. » Mais surtout un marquis qui l'avait ébloui et qui était pour la République, ne lui paraissait plus vrai. Elle en marquait la même mauvaise humeur que si je lui eusse donné une boîte qu'elle eût cru d'or, de laquelle elle m'eût remercié avec effusion, et qu'ensuite un bijoutier lui eût révélé être en plaqué. Elle retira aussitôt son estime à Saint-Loup, mais bientôt après la lui rendit, ayant réfléchi qu'il ne pouvait pas, étant le marquis de Saint-Loup, être républicain, qu'il faisait seulement semblant, par intérêt, car avec le gouvernement qu'on avait, cela pouvait lui rapporter gros. De ce jour, sa froideur envers lui, son dépit contre moi, cessèrent. Et quand elle parlait de Saint-Loup, elle disait « C'est un hypocrite », avec un large et bon sourire qui faisait bien comprendre qu'elle le considérait de nouveau autant qu'au premier jour et qu'elle lui avait pardonné. Or, la sincérité et le désintéressement de Saint-Loup étaient au contraire absolus. Et c'était cette grande pureté morale qui, ne pouvant se satisfaire entièrement dans un sentiment égoïste comme l'amour, ne rencontrant pas d'autre part en lui l'impossibilité qui existait par exemple en moi de trouver sa nourriture spirituelle autre part qu'en soi-même, le rendait vraiment capable, autant que moi incapable, d'amitié. Françoise ne se trompait pas moins sur Saint-Loup quand elle disait qu'il avait l'air comme ça de ne pas dédaigner le peuple, mais que ce n'est pas vrai et qu'il y avait qu'à voir quand il était en colère après son cocher. Il était arrivé en effet quelquefois à Robert de le gronder avec une certaine rudesse, qui prouvait chez lui moins le sentiment de la différence que de l'égalité entre les classes. Mais, me dit-il en réponse au reproche que je lui faisais d'avoir traité un peu durement ce cocher, pourquoi affecterais-je de lui parler poliment? N'est-il pas mon égal? N'est-il pas aussi près de moi que mes oncles ou mes cousins? Vous avez l'air de trouver que je devrais le traiter avec égard comme un inférieur. Vous parlez comme un aristocrate, ajouta-t-il avec dédain. En effet, s'il y avait une classe contre laquelle il eût de la prévention et de la partialité, c'était l'aristocratie, et jusqu'à croire aussi difficilement à la supériorité d'un homme du monde qu'il croyait facilement à celle d'un homme du peuple. Comme je lui parlais de la princesse de Luxembourg que j'avais rencontrée avec sa tante, « Une carpe, me dit-il, comme toutes ses pareilles. C'est d'ailleurs un peu ma cousine. »
Ayant un préjugé contre les gens qui le fréquentaient, il allait rarement dans le monde, et l'attitude méprisante ou hostile qu'il y prenait augmentait encore chez tous ses proches parents le chagrin de sa liaison avec une femme de théâtre, liaison qu'ils accusaient de lui être fatale, et notamment d'avoir développé chez lui cet esprit de dénigrement, ce mauvais esprit, de l'avoir dévoyé en attendant qu'il se déclassât complètement. Aussi, bien des hommes légers du faubourg Saint-Germain étaient-ils sans pitié quand ils parlaient de la maîtresse de Robert. « Les grues font leur métier, disait-on. Elles valent autant que d'autres. Mais celle-là, non. Nous ne lui pardonnerons pas. Elle a fait trop de mal à quelqu'un que nous aimons. » Certes, il n'était pas le premier qui eut un fil à la patte. Mais les autres s'amusaient en homme du monde, continuaient à penser en homme du monde sur la politique, surtout. Lui, sa famille le trouvait aigri. Elle ne se rendait pas compte que pour bien des jeunes gens du monde, lesquels sans cela resteraient incultes d'esprit, rudes dans leurs amitiés, sans douceur et sans goût, c'est bien souvent leur maîtresse qui est leur vrai maître. Et les liaisons de ce genre, la seule école morale où ils soient initiés à une culture supérieure, où ils apprennent le prix des connaissances désintéressées. Même dans le bas peuple, qui au point de vue de la grossièreté ressemble si souvent au grand monde, la femme, plus sensible, plus fine, plus oisive, a la curiosité de certaines délicatesses, respecte certaines beautés de sentiment et d'art, que, ne les comprit-elle pas, elle place pourtant au-dessus de ce qui semblait le plus désirable à l'homme, l'argent, la situation. Or, qu'il s'agisse de la maîtresse d'un jeune clubman comme Saint-Loup ou d'un jeune ouvrier, les électriciens par exemple comptent aujourd'hui dans les rangs de la chevalerie véritable. Son amant a pour elle trop d'admiration et de respect pour ne pas les étendre à ceux qu'elle-même respecte et admire. Et pour lui, l'échelle des valeurs s'en trouve renversée. À cause de son sexe même, elle est faible. Elle a des troubles nerveux, inexplicables, qui, chez un homme et même chez une autre femme, chez une femme dont il est neveu ou cousin, auraient fait sourire ce jeune homme robuste. Mais il ne peut voir souffrir celle qu'il aime. Le jeune noble qui, comme Saint-Loup, a une maîtresse, prend l'habitude, quand il va dîner avec elle au cabaret, d'avoir dans sa poche le valérianate dont elle peut avoir besoin, d'enjoindre au garçon avec force et sans ironie de faire attention à fermer les portes sans bruit, à ne pas mettre de mousse humide sur la table afin d'éviter à son ami ces malaises que, pour sa part, il n'a jamais ressentis, qui composent pour lui un monde occulte à la réalité duquel elle lui a appris à croire, malaises qu'il plaint maintenant sans avoir besoin pour cela de les connaître, qu'il plaindra même quand ce sera d'autres qu'elle qui les ressentiront. La maîtresse de Saint-Loup, comme les premiers moines du Moyen-Âge à la chrétienté, lui avait enseigné la pitié envers les animaux, car elle en avait la passion, ne se déplaçant jamais sans son chien, ses serins, ses perroquets. Saint-Loup veillait sur eux avec des soins maternels et traitait de brutes les gens qui ne sont pas bons avec les bêtes. D'autre part, une actrice, ou soi-disant telle, comme celle qui vivait avec lui, qu'elle fût intelligente ou non, ce que j'ignorais, en lui faisant trouver ennuyeuse la société des femmes du monde et considérer comme une corvée l'obligation d'aller dans une soirée, l'avait préservé du snobisme et guéri de la frivolité. Si grâce à elle, les relations mondaines tenaient moins de place dans la vie de son jeune amant, en revanche, tandis que s'il avait été un simple homme de salon, la vanité ou l'intérêt auraient dirigé ses amitiés comme la rudesse les aurait empreintes, sa maîtresse lui avait appris à y mettre de la noblesse et du raffinement. Avec son instinct de femme, et appréciant plus chez les hommes certaines qualités de sensibilité que son amant eût peut-être, sans elle, méconnues ou plaisantées, elle avait toujours vite fait de distinguer entre les autres celui des amis de Saint-Loup qui avait pour lui une affection vraie, et de le préférer. Elle savait le forcer à éprouver pour celui-là de la reconnaissance, à la lui témoigner, à remarquer les choses qui lui faisaient plaisir, celles qui lui faisaient de la peine.
Et bientôt Saint-Loup, sans plus avoir besoin qu'elle l'avertît, commença à se soucier de tout cela, et à Balbec, où elle n'était pas, pour moi, qu'elle n'avait jamais vue, et dont il ne lui avait même peut-être pas encore parlé dans ses lettres. De lui-même, il fermait la fenêtre d'une voiture où j'étais, emportait les fleurs qui me faisaient mal, et quand il eut à dire au revoir à la fois à plusieurs personnes, à son départ, s'arrangea à les quitter un peu plus tôt, afin de rester seul et en dernier avec moi, de mettre cette différence entre elle et moi, de me traiter autrement que les autres. Sa maîtresse avait ouvert son esprit à l'invisible. Elle avait mis du sérieux dans sa vie, des délicatesses dans son cœur. Mais tout cela échappait à la famille en larmes qui répétait « Cette gueuse le tuera, et en attendant, elle le déshonore. » Il est vrai qu'il avait fini de tirer d'elle tout le bien qu'elle pouvait lui faire. Et maintenant, elle était cause seulement qu'il souffrait sans cesse, car elle l'avait pris en horreur et le torturait. Elle avait commencé un beau jour à le trouver bête et ridicule, parce que les amis qu'elle avait parmi les jeunes auteurs et acteurs lui avaient assuré qu'il l'était. Et elle répétait à son tour ce qu'ils avaient dit avec cette passion, cette absence de réserve qu'on montre chaque fois qu'on reçoit du dehors et qu'on adopte des opinions ou des usages qu'on ignorait entièrement. Elle professait volontiers que ces comédiens, elle professait volontiers, comme ces comédiens, qu'entre elle et Saint-Loup, le fossé était infranchissable, parce qu'ils étaient d'une autre race, qu'elle était une intellectuelle et que lui, quoi qu'il prétendît, était de naissance un ennemi de l'intelligence. Cette vue lui semblait profonde, et elle en cherchait la vérification dans les paroles les plus insignifiantes, les moindres gestes de son amant. Mais quand les mêmes amis l'eurent en outre convaincue qu'elle détruisait dans une compagnie aussi peu faite pour elle les grandes espérances qu'elle avait, disait-il, données, que son amant finirait par déteindre sur elle, qu'à vivre avec lui elle gâchait son avenir d'artiste, à son mépris pour Saint-Loup s'ajouta la même haine que s'il s'était obstiné à vouloir lui inoculer une maladie mortelle. Elle le voyait le moins possible, tout en reculant encore le moment d'une rupture définitive, laquelle me paraissait à moi bien peu vraisemblable. Saint-Loup faisait pour elle de tels sacrifices que, à moins qu'elle fût ravissante, mais il n'avait jamais voulu me montrer sa photographie, me disant « D'abord, ce n'est pas une beauté, et puis, elle vient mal en photographie. Ce sont des instantanés que j'ai fait moi-même avec mon Kodak, et il vous donnerait une fausse idée d'elle. » Il semblait difficile qu'elle trouvât un second homme qui en consentît de semblable. Je ne songeais pas qu'une certaine toquade de se faire un nom, même quand on n'a pas de talent, que l'estime, rien que l'estime privée de personnes qui vous imposent, peuvent, ce n'était peut-être du reste pas le cas pour la maîtresse de Saint-Loup, être, même pour une petite cocotte, des motifs plus déterminants que le plaisir de gagner de l'argent. Saint-Loup, qui, sans bien comprendre ce qui se passait dans la pensée de sa maîtresse, ne la croyait complètement sincère ni dans les reproches injustes, ni dans les promesses d'amour éternel, avait pourtant, à certains moments, le sentiment qu'elle romprait quand elle le pourrait, et à cause de cela, mue sans doute par l'instinct de conservation de son amour, plus clairvoyant peut-être que Saint-Loup n'était lui-même, usant d'ailleurs d'une habileté pratique qui se conciliait chez lui avec les plus grands et les plus aveugles élans du cœur, il s'était refusé à lui constituer un capital, avait emprunté un argent énorme pour qu'elle ne manquât de rien, mais ne lui remettait qu'au jour le jour. Et sans doute, au cas où elle eût vraiment songé à le quitter, attendait-elle froidement d'avoir fait sa pelote, ce qui, avec les sommes données par Saint-Loup, demanderait sans doute un temps fort court, mais tout de même concédé en supplément pour prolonger le bonheur de mon nouvel ami ou son malheur. Cette période dramatique de leur liaison, et qui était arrivée maintenant à son point le plus aigu, le plus cruel pour Saint-Loup, car elle lui avait défendu de rester à Paris où sa présence l'exaspérait, et l'avait forcé de prendre son congé à Balbec à côté de sa garnison, avait commencé un soir
chez une tante de Saint-Loup, lequel avait obtenu d'elle que son amie viendrait pour de nombreux invités dire des fragments d'une pièce symboliste qu'elle avait jouée une fois sur une scène d'avant-garde et pour laquelle elle lui avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Mais quand elle était apparue, un grand lys à la main, dans un costume copié de l'Ancilla Domini, et qu'elle avait persuadé à Robert être une véritable vision d'art, son entrée avait été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercle et de duchesses par des sourires, que le ton monotone de la psalmodie, la bizarrerie de certains mots, leurs fréquentes répétitions, avaient changé en fou rire d'abord étouffé, puis si irrésistible que la pauvre récitante n'avait pu continuer. Le lendemain, la tante de Saint-Loup avait été unanimement blâmée d'avoir laissé paraître chez elle une artiste aussi grotesque. Un duc bien connu ne lui cacha pas qu'elle n'avait à s'en prendre qu'à elle-même si elle se faisait critiquer. « Que diable aussi! On ne nous sort pas des numéros de cette force-là! Si encore cette femme avait du talent, mais elle n'en a et n'en aura jamais aucun. Sapristi! Paris n'est pas si bête qu'on veut bien le dire. La société n'est pas composée que d'imbéciles. Cette petite demoiselle a évidemment cru étonner Paris, mais Paris est plus difficile à étonner que cela. Et il y a tout de même des affaires qu'on ne nous fera pas avaler. » Quant à l'artiste, elle sortit en disant à Saint-Loup: « Chez quelle dinde? Chez quelle garce sans éducation? Chez quel goujat m'as-tu fourvoyé? J'aime mieux te le dire. Il n'y en avait pas un des hommes présents qui ne m'eût fait de l'œil, du pied, et c'est parce que j'ai repoussé leurs avances qu'ils ont cherché à se venger. » Parole qui avait changé l'antipathie de Robert pour les gens du monde en une horreur autrement profonde et douloureuse, et que lui inspiraient particulièrement ceux qui la méritaient le moins. Des parents dévoués, qui, délégués par la famille, avaient cherché à persuader à l'ami de Saint-Loup de rompre avec lui. Démarche qu'elle lui présentait comme inspirée par leur amour pour elle. Robert, quoiqu'il eût aussitôt cessé de les fréquenter, pensait, quand il était loin de son ami comme maintenant, qu'eux ou d'autres en profitaient pour revenir à la charge, et avaient peut-être reçu ses faveurs. Et quand il parlait des viveurs qui trompent leurs amis, cherchent à corrompre les femmes, tâchent de les faire venir dans des maisons de passe, son visage respirait la souffrance et la haine. « Je les tuerai avec moins de remords qu'un chien, qui est du moins une bête gentille, loyale et fidèle. En voilà qui mérite la guillotine, plus que des malheureux qui ont été conduits au crime par la misère et par la cruauté des riches. » Il passait la plus grande partie de son temps à envoyer à sa maîtresse des lettres et des dépêches. Chaque fois que, tout en l'empêchant de venir à Paris, elle trouvait à distance le moyen d'avoir une brouille avec lui, je l'apprenais à sa figure décomposée. Comme sa maîtresse ne lui disait jamais ce qu'elle avait à lui reprocher, soupçonnant que peut-être si elle ne le lui disait pas, c'est qu'elle ne le savait pas et qu'elle avait simplement assez de lui, il aurait pourtant voulu avoir des explications. Il lui écrivait « Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Je suis prêt à reconnaître mes torts. » Le chagrin qu'il éprouvait ayant pour effet de le persuader qu'il avait mal agi. Mais elle lui faisait attendre indéfiniment des réponses, d'ailleurs dénuées de sens. Aussi, c'est presque toujours le front soucieux et bien souvent les mains vides que je voyais Saint-Loup revenir de la poste où, seul de tout l'hôtel, avec Françoise, il allait chercher ou porter lui-même ses lettres, lui par impatience d'amant, elle par méfiance de domestique. Les dépêches le forçaient à faire beaucoup plus de chemin. Quand quelques jours après le dîner chez les Bloch, ma grand-mère me dit d'un air joyeux que Saint-Loup venait de lui demander si, avant qu'il quittât Balbec, elle ne voulait pas qu'il la photographiât, et quand je vis qu'elle avait mis pour cela sa plus belle toilette et hésitait entre diverses coiffures, je me sentis un peu irritée de cet enfantillage qui m'étonnait tellement de sa part. J'en arrivais même à me demander si je ne m'étais pas trompée sur ma grand-mère,
si je ne la plaçais pas trop haut, si elle était aussi détachée que j'avais toujours cru de ce qui concernait sa personne, si elle n'avait pas, ce que je croyais lui être le plus étranger, de la coquetterie. Malheureusement, ce mécontentement que me causait le projet de séance photographique et surtout la satisfaction que ma grand-mère paraissait en ressentir, je le laissai suffisamment apercevoir pour que Françoise le remarquât et s'empressa, involontairement, de l'accroître en me tenant un discours sentimental et attendri auquel je ne voulus pas avoir l'air d'adhérer. « Oh, monsieur, cette pauvre madame qui sera si heureuse qu'on tire son portrait, et qu'elle va même mettre le chapeau que sa vieille Françoise, elle lui a arrangé. Il faut la laisser faire, monsieur. » Je me convainquis que je n'étais pas cruel de me moquer de la sensibilité de Françoise, en me rappelant que ma mère et ma grand-mère, mes modèles en tout, la faisaient souvent aussi. Mais ma grand-mère, s'apercevant que j'avais l'air ennuyé, me dit que si cette séance de pause pouvait me contrarier, elle y renoncerait. Je ne le voulus pas. Je l'assurai que je n'y voyais aucun inconvénient et la laissai se faire belle, mais je crus faire preuve de pénétration et de force en lui disant quelques paroles ironiques et blessantes, destinées à neutraliser le plaisir qu'elle semblait trouver à être photographiée, de sorte que, si je fus contraint de voir le magnifique chapeau de ma grand-mère, je réussis du moins à faire disparaître de son visage cette expression joyeuse qui aurait dû me rendre heureux et qui, comme il arrive trop souvent tant que sont encore en vie les êtres que nous aimons le mieux, nous apparaît comme la manifestation exaspérante d'un travers mesquin plutôt que comme la forme précieuse du bonheur que nous voudrions tant leur procurer. Ma mauvaise humeur venait surtout de ce que cette semaine-là, ma grand-mère avait paru me fuir, et que je n'avais pu la voir un instant à moi, pas plus le jour que le soir. Quand je rentrais dans l'après-midi pour être un peu seule avec elle, on me disait qu'elle n'était pas là, ou bien elle s'enfermait avec Françoise pour de longs conciliabules, qu'il ne m'était pas permis de troubler. Et quand, ayant passé la soirée dehors avec Saint-Loup, je songeais pendant le trajet de retour au moment où j'allais pouvoir retrouver et embrasser ma grand-mère, j'avais beau attendre qu'elle frappât contre la cloison ses petits coups qui me diraient d'entrer et lui dire bonsoir, je n'entendais rien. Je finissais par me coucher, lui en voulant un peu de ce qu'elle me priva, avec une indifférence si nouvelle de sa part, d'une joie sur laquelle j'avais compté tant. Je restais encore, le cœur palpitant comme dans mon enfance, à écouter le mur qui restait muet, et je m'endormais dans les larmes. Ce jour-là, comme les précédents, Saint-Loup avait été obligé d'aller à Doncières, où, en attendant qu'il y rentrât d'une manière définitive, on aurait toujours besoin de lui maintenant jusqu'à la fin de l'après-midi. Je regrettais qu'il ne fût pas à Balbec. J'avais vu descendre de voitures et entrer, les unes dans la salle de danse du casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, m'avaient paru ravissantes. J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse dépourvue d'un amour particulier, vacante où partout, comme un amoureux la femme dont il était pris, on désire, on cherche, on voit la beauté. Qu'un seul trait réel, le peu qu'on distingue d'une femme vue de loin ou de dos, nous permette de projeter la beauté devant nous, nous nous figurons l'avoir reconnue, notre cœur bat, nous pressons le pas, et nous resterons toujours à demi persuadés que c'était elle, pourvu que la femme ait disparu. Ce n'est que si nous pouvons la rattraper que nous comprenons notre erreur. D'ailleurs, de plus en plus souffrant, j'étais tenté de surfaire les plaisirs les plus simples à cause des difficultés mêmes qu'il y avait pour moi à les atteindre. Des femmes élégantes, je croyais en apercevoir partout, parce que j'étais trop fatigué si c'était sur la plage, trop timide si c'était au casino ou dans une pâtisserie, pour les approcher nulle part. Pourtant, si je devais bientôt mourir,
J'aurais aimé savoir comment étaient faites de près, en réalité, les plus jolies jeunes filles que la vie put offrir, quand même c'eût été un autre que moi, ou même personne, qui dût profiter de cette offre. Je ne me rendais pas compte, en effet, qu'il y avait un désir de possession à l'origine de ma curiosité. J'aurais osé entrer dans la salle de bal si Saint-Loup avait été avec moi. Seul, je restais simplement devant le grand hôtel à attendre le moment d'aller retrouver ma grand-mère, quand, presque encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tache singulière, je vis s'avancer 5 ou 6 fillettes, aussi différentes par l'aspect et par la façon de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec, qu'aurait pu l'être, débarquée on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécute à pas compter sur la plage, les retardataires rattrapant les autres en voltant, une promenade dont le but semble aussi obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas voir, que clairement déterminé pour leur esprit d'oiseau. Une de ces inconnues poussait devant elle de la main sa bicyclette. 2 autres tenaient des clubs de golf, et leur accoutrement tranchait sur celui des autres jeunes filles de Balbec, parmi lesquelles quelques-unes, il est vrai, se livraient au sport, mais sans adopter pour cela une tenue spéciale. C'était l'heure où dames et messieurs venaient tous les jours faire leur tour de digue. Exposés aux feux impitoyables du face-à-main que fixait sur eux, comme s'ils eussent été porteurs de quelque tare qu'elle tenait à inspecter dans ses moindres détails, la femme du premier président, fièrement assise devant le kiosque de musique, au milieu de cette rangée de chaises redoutées, où eux-mêmes, tout à l'heure, d'acteurs devenus critiques, viendraient s'installer pour juger à leur tour ceux qui défileraient devant eux. Tous ces gens qui longeaient la digue, entanguant aussi fort que si elle avait été le pont d'un bateau, car ils ne savaient pas lever une jambe sans du même coup remuer le bras, tourner les yeux, remettre d'aplomb leurs épaules, compenser par un mouvement balancé du côté opposé le mouvement qu'ils venaient de faire de l'autre côté et congestionner leur face, et qui, faisant semblant de ne pas voir, pour faire croire qu'ils ne se souciaient pas d'elle, mais regardant à la dérobée pour ne pas risquer de les heurter, les personnes qui marchaient à leur côté ou venaient en sens inverse, butaient au contraire contre elles, s'accrochaient à elles, parce qu'ils avaient été réciproquement, de leur part, l'objet de la même attention secrète, cachée sous le même dédain apparent. L'amour, par conséquent la crainte de la foule, étant un de ces plus puissants mobiles chez tous les hommes, soit qu'ils cherchent à plaire aux autres ou à les étonner, soit à leur montrer qu'ils les méprisent. Chez le solitaire, la claustration même absolue, et durant jusqu'à la fin de la vie, a souvent pour principe un amour déréglé de la foule, qui l'emporte tellement sur tout autre sentiment, que ne pouvant obtenir quand il sort l'admiration de la concierge, des passants, du cocher arrêté, il préfère n'être jamais vu d'eux et pour cela renoncer à toute activité qui rendrait nécessaire de sortir. Au milieu de tous ces gens dont quelques-uns poursuivaient une pensée mais en trahissaient alors la mobilité par une saccade de gestes, une divagation de regards aussi peu harmonieuse que la circonspecte titubation de leurs voisins, les fillettes que j'avais aperçues, avec la maîtrise de geste que donne un parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de l'humanité, venaient droit devant elle, sans hésitation ni raideur, exécutant exactement les mouvements qu'elle voulait, dans une pleine indépendance de chacun de leurs membres par rapport aux autres, la plus grande partie de leur corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses. Elle n'était plus loin de moi. Quoique chacune fût un type absolument différent des autres, elles avaient toutes de la beauté. Mais à vrai dire, je les voyais depuis si peu d'instants et sans oser les regarder fixement, que je n'avais encore individualisé aucune d'elles. Sauf une, que son nez droit, sa peau brune, mettait en contraste au milieu des autres, comme dans quelques tableaux de la Renaissance un roi mage de type arabe. Elle ne m'était connue, l'une
que par une paire d'yeux durs, butés et rieurs, une autre que par des joues où le rose avait cette teinte cuivrée qui évoque l'idée du géranium, et même ses traits, je n'avais encore indissolublement attaché aucun d'entre eux à l'une des jeunes filles plutôt qu'à l'autre. Et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble merveilleux, parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître au moment de leur passage les phrases, distinguées mais oubliées aussitôt après, je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts. Je ne savais pas si c'étaient les mêmes qui m'avaient déjà apporté du charme tout à l'heure. Je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j'eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j'établirais bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile. Ce n'était peut-être pas dans la vie le hasard seul qui, pour réunir ses amies, les avait toutes choisies si belles. Peut-être ces filles, dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure, extrêmement sensibles à tout ridicule et à toute laideur, incapables de subir un attrait d'ordre intellectuel ou moral, s'étaient-elles naturellement trouvées, parmi les camarades de leur âge, éprouvées de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensives ou sensibles se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie, par ce qu'elles devaient appeler un genre antipathique. Et les avait-elles tenues à l'écart, tandis qu'elles s'étaient liées au contraire avec d'autres, vers qui les attirait un certain mélange de grâce, de souplesse et d'élégance physique, seule forme sous laquelle elles pussent se représenter la franchise d'un caractère séduisant et la promesse de bonnes heures à passer ensemble. Peut-être aussi la classe à laquelle elles appartenaient, et que je n'aurais pu préciser, était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et au loisir, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport, répandues même dans certains milieux populaires, et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence, un milieu social pareil aux écoles de sculpture, harmonieuses et fécondes, qui, ne cherchant pas encore l'expression tourmentée, produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes, aux belles hanches, au visage sain et reposé, avec un air d'agilité et de ruse. Et n'était-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là, devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce? Telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée des êtres d'une autre race, et dont la souffrance même n'eût pu éveiller en elles un sentiment de solidarité, elles ne paraissaient pas la voir, forçaient les personnes arrêtées à s'écarter, ainsi que sur le passage d'une machine qui eût été lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu'elle évitât les piétons, et se contenteraient tout au plus, si quelque vieux monsieur dont elle n'admettait pas l'existence et dont elle repoussait le contact s'était enfui avec des mouvements craintifs ou furieux, précipités ou risibles, de se regarder entre elles en riant. Elles n'avaient à l'égard de ce qui n'était pas leur groupe aucune affectation de mépris. Leur mépris sincère suffisait. Mais elles ne pouvaient voir un obstacle sans s'amuser à le franchir, en prenant leur élan ou à pieds joints, parce qu'elles étaient toutes remplies, exubérantes de cette jeunesse qu'on a si grand besoin de dépenser, même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux nécessités de l'âge qu'à l'humeur de la journée, qu'on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou de glissade sans s'y livrer conscieusement, interrompant, semant sa marche lente, comme Chopin la phrase la plus mélodique, de gracieux détours où le caprice se mêle à la virtuosité. La femme d'un vieux banquier, qui, après avoir hésité pour son mari entre diverses expositions,
l'avait assis sur un pliant, face à la digue, abrité du vent et du soleil par le kiosque des musiciens. Le voyant bien installé, elle venait de le quitter pour aller lui acheter un journal qu'elle lui lirait et qui le distrairait. Petites absences pendant lesquelles elle le laissait seul et qu'elle ne prolongeait jamais au-delà de 5 minutes, ce qui lui semblait bien long mais qu'elle renouvelait assez fréquemment, pour que le vieil époux à qui elle prodiguait à la fois et dissimulait ses soins eut l'impression qu'il était encore en état de vivre comme tout le monde et n'avait nul besoin de protection. La tribune des musiciens formait au-dessus de lui un tremplin naturel et tentant, sur lequel, sans hésitation, l'aînée de la petite bande se mit à courir. Elle sauta par-dessus le vieillard épouvanté, dont la casquette marine fut effleurée par les pieds agiles, au grand amusement des autres jeunes filles, surtout de 2 yeux verts dans une figure poupine qui exprimèrent pour cet acte une admiration et une gaieté où je crus discerner un peu de timidité, d'une timidité honteuse et fanfaronne qui n'existait pas chez les autres. « Ce pauvre vieux, il me fait de la peine, il a l'air à moitié crevé », dit une de ses filles d'une voix rogommeuse et avec un accent à demi ironique. Elles firent quelques pas encore, puis s'arrêtèrent un moment au milieu du chemin, sans s'occuper d'arrêter la circulation des passants, en un conciliabule, un agrégat de formes irrégulières, compactes, insolites et piaillant, comme des oiseaux qui s'assemblent au moment de s'envoler. Puis elles reprirent leur lente promenade le long de la digue, au-dessus de la mer. Maintenant, leurs traits charmants n'étaient plus indistincts et mêlés. Je les avais répartis et agglomérés, à défaut du nom de chacune que j'ignorais, autour de la grande qui avait sauté par-dessus le vieux banquier. De la petite, qui détachait sur l'horizon de la mer ses joues bouffies et roses, ses yeux verts, de celle au teint bruni, un nez droit qui tranchait au milieu des autres, d'une autre, au visage blanc comme un œuf dans lequel un petit nez faisait un arc de cercle, comme un bec de poussin, visage comme en ont certains très jeunes gens, d'une autre encore, grande, couverte d'une pèlerine, qui lui donnait un aspect si pauvre et démentait tellement sa tournure élégante que l'explication qui se présentait à l'esprit était que cette jeune fille devait avoir des parents assez brillants et plaçant leur amour-propre assez au-dessus des baigneurs de Balbec et de l'élégance vestimentaire de leurs propres enfants pour qu'il leur fût absolument égal de la laisser se promener sur la digue dans une tenue que de petites gens eussent jugée trop modeste. D'une fille aux yeux brillants, rieurs, aux grosses joues mates, sous un polo noir enfoncé sur sa tête, qui poussait une bicyclette avec un dantinement de hanches si dégingandait, en employant des mots d'argot si voyous et criés si fort, quand je passais auprès d'elle, parmi lesquels je distinguais cependant la phrase fâcheuse de « vivre sa vie », qu'abandonnant l'hypothèse que la pèlerine de sa camarade m'avait fait échafauder, je conclus plutôt que toutes ces filles appartenaient à la population qui fréquente les vélodromes et devaient être les très jeunes maîtresses de coureurs cyclistes. En tout cas, dans aucune de mes suppositions ne figurait celle qu'elles eussent pu être vertueuses. À première vue, dans la manière dont elles se regardaient en riant, dans le regard insistant de celle aux joues mates, j'avais compris qu'elles ne l'étaient pas. D'ailleurs, ma grand-mère avait toujours veillé sur moi avec une délicatesse trop timorée pour que je ne crusse pas que l'ensemble des choses qu'on ne doit pas faire est indivisible, et que des jeunes filles qui manquent de respect à la vieillesse fussent tout à coup arrêtées par des scrupules quand il s'agit de plaisirs plus tentateurs que de sauter par-dessus un octogénaire. Individualisés maintenant pourtant, la réplique que se donnaient les uns aux autres leurs regards, animés de suffisance et d'esprit de camaraderie, et dans lesquels se rallumait d'instant en instant tantôt l'intérêt, tantôt l'insolente indifférence dont brillait chacune, selon qu'il s'agissait de l'une de ses amies ou des passants, cette conscience aussi de se connaître entre elles assez intimement pour se promener toujours ensemble, en faisant bande à part, mettait entre leurs corps indépendants et séparés, tandis qu'ils s'avançaient lentement, une liaison invisible, mais harmonieuse comme une même ombre chaude, une même atmosphère, faisant d'eux un tout, aussi homogène en ses parties
qu'il était différent de la foule au milieu de laquelle se déroulait lentement leur cortège. Un instant, tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues qui poussait une bicyclette, je croisais ces regards obliques et rieurs, dirigés du fond de ce monde inhumain qui enfermait la vie de cette petite tribu, inaccessible, inconnue, où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver place. Tout occupée à ce que disaient ses camarades, cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front, m'avait-elle vue au moment où le rayon noir émané de ses yeux m'avait rencontré? Si elle m'avait vue, qu'avais-je pu lui représenter? Du sein de quel univers me distinguait-elle? Il m'eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent grâce au télescope dans un astre voisin, il est malaisé de conclure d'elles que des humains y habitent, qu'ils nous voient, et quelles idées cette vue a pu éveiller en eux. Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica, nous ne serions pas avides de connaître et d'unir à nous sa vie. Mais nous sentons que ce qui luit dans ce disque réfléchissant n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle, que ce sont, inconnus de nous, les noires ombres des idées que cet être se fait, relativement aux gens et aux lieux qu'il connaît, pelouse des hippodromes, sable des chemins où, pédalant à travers champs et bois, m'eût entraîné cette petite pairie, plus séduisante pour moi que celle du paradis persan, les ombres aussi de la maison où elle va rentrer, des projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle. Et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscure et incessante volonté. Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. Et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir. Désir douloureux, parce que je le sentais irréalisable, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de moi-même qui est le bonheur. Et sans doute qu'il n'y eût entre nous aucune habitude comme aucune idée commune, devait me rendre plus difficile de me lier avec elle et de leur plaire. Mais peut-être aussi, c'était grâce à ces différences, à la conscience qu'il n'entrait pas dans la composition de la nature et des actions de ces filles un seul élément que je connusse ou possédasse, que venait en moi de succéder à la satiété, la soif, pareille à celle dont brûle une terre altérée, d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en avait jamais reçu jusqu'ici une seule goutte, absorberait d'autant plus avidement, à longs traits, dans une plus parfaite imbibition. J'avais tant regardé cette cycliste aux yeux brillants qu'elle parut s'en apercevoir et dit à la plus grande un mot que je n'entendis pas, mais qui fit rire celle-ci. À vrai dire, cette brune n'était pas celle qui me plaisait le plus, justement parce qu'elle était brune, et que, depuis le jour où dans le petit raidillon de Tansonville j'avais vu Gilberte, une jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l'idéal inaccessible. Mais Gilberte elle-même, ne l'avais-je pas aimée surtout parce qu'elle m'était apparue nimbée par cette auréole d'être l'amie de Bergotte, d'aller visiter avec lui des cathédrales? Et de la même façon, ne pouvais-je me réjouir d'avoir vu cette brune me regarder, ce qui me faisait espérer qu'il me serait plus facile d'entrer en relation avec elle d'abord, car elle me présenterait aux autres, à l'impitoyable qui avait sauté par-dessus le vieillard, à la cruelle qui avait dit « Il me fait de la peine ce pauvre vieux », à toutes successivement, desquelles elle avait d'ailleurs le prestige d'être l'inséparable compagne. Et cependant, la supposition que je pourrais un jour être l'amie de telle ou telle de ces jeunes filles, que ses yeux, dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir, comme un effet de soleil sur un mur, pourraient jamais,
par une alchimie miraculeuse, laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée de mon existence, quelque amitié pour ma personne, que moi-même je pourrais un jour prendre place entre elles, dans la théorie qu'elles déroulaient le long de la mer, cette supposition me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble que si, devant quelque frise attique ou quelque fresque figurant un cortège, j'avais cru possible, moi, spectateur, de prendre place, aimé d'elle, entre les divines processionnaires.